Lui, c'est Stéphane Bourgoin, un homme connu en France comme le plus grand expert de tueurs en série. Il est connu dans tout le pays et donne fréquemment des interviews pour des grosses chaînes. Il a écrit sur les plus grands tueurs en série de tous les temps, de Charles Manson à Ed Kemper en passant par Gerard Schaeffer. Il peut se vanter d'être aussi conférencier au Centre national de formation de la police judiciaire, après avoir exercé une fonction similaire à l'école de gendarmerie. Il est l'auteur de dizaines de documentaires TV consacrés au crime en série depuis 1991 et membre fondateur de l'association Victimes en série. Ce bon Stéphane a écrit plus d'une 50aine de bouquins. On peut donc parler d'un auteur prolifique à ce stade. Il remplit des salles de conférences et s'est fait interviewer encore récemment par Guillaume Pley et Melty. Lors de ces interviews, quand on lui demande ce qui l'a poussé à se passionner pour ce sujet si glauque, il répond que c'est parce qu'en 76, ma compagne a été violée et assassinée par un tueur en série. Mais revenons un peu au début de sa carrière, si vous le voulez bien. Après avoir été footballeur professionnel au Red Star à Paris, il serait parti en 1974 aux USA, où il aurait travaillé sur des films de série B en tant qu'homme à tout faire. Mais un jour, il aurait découvert sa compagne Aileen, violée, assassinée et mutilée. Ce serait l'œuvre d'un tueur en série. Bourgoin serait alors revenu vivre en France, tout en restant en contact avec la police des USA. Le coupable est finalement arrêté et avoue 12 meurtres. Afin de mieux comprendre les tueurs en série, et comme une sorte de catharsis, il décide d'enquêter sur ces fameux meurtriers. De fil en aiguille, un policier lui offre l'occasion d'interroger des criminels sexuels, et enfin des tueurs en série. Il en aurait interrogé 77 à ce jour. J'ai interrogé maintenant depuis 1979 77 serial killers. Aujourd'hui, notre Stéphane National donne souvent des interviews et continue de publier des livres à succès. Il est reconnu comme un expert européen, que dis-je, mondial dans le domaine. L'un des plus grands spécialistes au monde des tueurs en série. Je suis sûr que rien ne pourra entacher sa réputation. Un beau jour de 2020, Stéphane se réveille, prend un petit croissant avec un petit jus d'orange comme à son habitude. Il salue son facteur qui lui apporte son journal préféré. Il se dirige ensuite vers son PC pour gérer sa page Facebook, et soudain, il voit quelque chose qui perturbe son quotidien. Cette petite chaîne, sortie de nulle part, du nom de Quatrième Œil Corporation, commençait à enquêter sur certaines de ses déclarations et le traitait de mythomane. Ça parlait de sa compagne Aileen, de ses interviews avec les tueurs en série et de sa carrière en tant que footballeur professionnel au Red Star. Mais de quoi s'agit-il ? Il est temps de le découvrir. Commençons par sa compagne Aileen, ou sa femme, ou son amie, on sait jamais très clair. Première compagne, Première épouse a été... La petite copine de Stéphane Bourgoin aurait été assassinée par un tueur en série en 1976. Il ne cesse de répéter cette histoire de la même façon. Parce qu'en 76, ma compagne a été violée et assassinée. Assassinée, violée et assassinée, violée, assassinée. A été violée et assassinée. C'est d'accord, j'ai saisi le concept. Voici une photo de Stéphane avec sa petite amie. C'est la seule photo trouvable d'elle sur internet. On n'a aucune trace d'elle, aucune victime n'existe au nom d'Aileen à l'époque. Ensuite, si on cherche dans la liste des tueurs en série pendant cette période, on devrait trouver El Famoso tueur en série parce que oui, il serait encore en vie aujourd'hui. Comme ça s'est passé en Californie, condamné à la peine de mort et il est toujours dans le couloir de la mort. On devrait donc le trouver dans les bases de données à disposition, non ? Si on compare les quelques dizaines de tueurs en série à Los Angeles pendant cette période, on ne trouve malheureusement aucun tueur qui corresponde à la description de Bourgoin quand il parle de l'affaire. Oh là là, c'est sans doute parce qu'il approche de l'âge de la retraite que sa mémoire lui joue des tours. Résumons, on a déjà un petit soupçon pour sa femme, mais bon, il est probable qu'il protège l'image de sa défunte compagne, non ? Après tout, ce n'est pas comme s'il avait déjà diffusé sa photo à la télé et qu'il décrit en détail l'état dans lequel il l'avait trouvée. Pourtant, il y a 2-3 trucs qui sont étonnants dans son pédigré. Laissez-moi vous faire un tour du propriétaire. Nous sommes donc face à un homme intègre et au CV impressionnant. 77 interviews de tueurs en série, toutes prouvées bien sûr, sauf celles où l'on n'a pas de preuves photo ou vidéo. Par exemple, il aurait fait une interview de Manson, qui aurait disparu de la surface de la Terre. Une TV allemande aurait diffusé cette interview, mais on n'en a aucune trace. Quand on lui a demandé s'il avait des photos, il n'était pas dans son assiette. Pas de photos pour Manson. Je comprends pas la question. Quoi, pas de photos? Non, je comprends pas. Là. Non, ouais, Il a été régulièrement interviewé, oui. Ah, c'est curieux. Moi, je ne savais pas. J'ai pu filmer aussi des interviews dans la même prison avec Ed Kemper. Pourtant, il a vraiment interrogé Manson.
Bon, ok, c'est un peu bizarre qu'il n'ait jamais parlé d'aucun de ses entretiens quand Manson était encore vivant. Ni dans ses livres, ni dans ses interviews. Mais pourtant, il jure avoir rencontré Manson pendant les années 80. De 8 mois, le spécialiste des serial killers avait rencontré ce gourou psychopathe au début des années 80. Vous l'avez rencontré quand et dans quelles circonstances? C'est au début des années 1980. Mais lors d'une conférence, il dit l'avoir rencontré dans les années 90. Premier entretien filmé daté de 1991. 10 ans de différence? Pff, ça va, c'est quoi 10 ans dans une vie? C'est facile de se tromper de date sur 10 ans. Du coup, on va dire qu'il a rencontré Manson dans les années 90. Quand il allait rencontrer Ed Kemper, ce charmant jeune homme aurait croisé par hasard au détour d'un couloir Charles Manson. De littérature, de western, etc. Et là, vous croisez Et là, Charles on Manson. croise Charles Manson et Ed Kemper me dit « Hey Charlie, j'ai quelqu'un à te présenter qui serait sûrement intéressé à te rencontrer. » Comme dans Mindhunter en fait. Stéphane, Oui. presque. Juste, c'est quand même un peu bizarre qu'il ait vu Ed Kemper et Manson dans la même prison, car s'ils ont tous les deux été incarcérés à Vacaville pendant une certaine période, Manson a été transféré en 89 dans une autre institution. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Son témoignage est très intéressant aussi. Quand Manson est arrivé, il aurait utilisé la technique de la chaise pour dominer Bourgoin. Non, pas celle-là. Dès que je m'installe face à lui, on est séparés par une table, il s'assoit sur le dossier de la chaise pour me dominer. En fait, il s'est installé sur une chaise, mais en s'asseyant sur le dossier de la chaise, afin de pouvoir me dominer physiquement. Mais Bourgoin est un fin psychologue, un véritable mastermind, et il aurait fait de même. Donc moi, ce que j'ai fait à mon tour, c'est que je me suis aussi installé, assis sur le dossier de la chaise. Manson, gêné, se serait remis assis sur sa chaise. Stéphane Bourgoin qui intimide Manson? C'est un vrai warrior, notre French guy. Charles Manson aime vraiment beaucoup s'asseoir sur des dossiers de chaises, parce que John Douglas a eu exactement la même situation expliquée dans son livre Mindhunter, sorti des années auparavant. Les destins sont liés apparemment. Au final, quand 4ème Corporation a demandé aux ennemis du site sur Charles Manson, géré par sa sœur et son meilleur ami, ils n'ont aucune trace de Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, c'est un mec aux 1000 vies, il a tout fait. Une fois, il a été aspergé par des morceaux de cadavres pendant une arrestation d'un tueur en Afrique du Sud, et il était là, avec Mickey Pistorius, la célèbre profileuse. Bon, le problème, c'est qu'elle s'en souvient plus. Oui, il aura tout fait, il a été voisin de Stephen King, footballeur professionnel pendant 7 ans au Red Star aussi. Moi, je suis un ancien footballeur professionnel, donc j'ai joué 7 ans au Red Star. D'accord. Ah oui, c'est tout à fait legit. Parce que quand on calcule la durée qu'il prétend avoir fait en tant que footballeur professionnel, et son arrivée aux USA, il aurait commencé sa carrière pro à... Attendez, je calcule. À 8 ans. Il commençait tôt à cette époque. Dommage qu'on ne le trouve pas sur la liste officielle des joueurs du Red Star. Grâce à ses interviews de tueurs en série, le FBI aurait été impressionné par la qualité des travaux de Bourgoin. Il se servirait de ces vidéos pour former les enquêteurs du FBI. Forcément, le patron du FBI a appelé ce bon Stéphane et lui a proposé une formation d'1 an dans ses bureaux. C'est tout à fait legit ça aussi. D'amener un Français, donc non-américain, pas flic, qui n'a pas fait d'études dans le domaine de la criminologie. Mais le chef de l'unité de sciences comportementales au FBI a écrit un livre sur cette époque, où Stéphane Bourgoin n'apparaît strictement à aucun moment. Et un autre expert de cette même unité, Haig Meyer, n'en a jamais entendu parler non plus. Ni même John Douglas, l'auteur à l'origine de Mindhunter. En compilant toutes les interviews qu'il a effectivement filmées et qui ont été diffusées, on en compte combien? Oui, moins d'une dizaine. Il doit laisser les autres dans un petit placard, entre le manuscrit original de la Bible et le crâne d'Adolf Hitler. C'est vraiment dommage, vu qu'à cause de ça, on n'aura pas pu admirer certains moments d'anthologie. Il y en a un qui a tenté de me tuer, oui. Pour le provoquer, je vais le mettre en colère. Je lui ai dit, Joseph, tu sais ce que m'ont dit les autres détenus et les gardiens, que t'es la banque de sperme de la prison et que tu te fais enfiler par tous les détenus. Est-ce que c'est vrai que t'es une vraie fiotte? Il est tellement discret dessus que même dans son propre livre c'est différent. Où là, Joseph Baldi aurait simplement posé son micro et serait parti. C'est quand même étrange ça, Bourgoin, non? Stéphane Bourgoin a peut-être eu des histoires troubles, mais ça n'en fait pas un mauvais gars, si. Quelqu'un qui combat les tueurs en série doit forcément... Je possède l'ensemble des pièces à conviction du procès Schaeffer, les restes du tueur lui-même. À l'occasion de cette séance à Lens, j'offrirai à chacun des acheteurs de mon livre un petit sachet qui contiendra un petit morceau de Schaeffer, ongles, cheveux, oreilles, rotules, peau, ossements. Putain, Stéphane, tu te fous de ma gueule.
Il dit avoir monté une association pour les victimes de tueurs en série, alors que non. Il a aussi parlé du fait qu'il porte aussi fréquemment des t-shirts glauques sur les tueurs en série, dont un très connu dans nos contrées. Rappelons qu'il a créé une association de familles de victimes, dont ces dernières ont été tuées par une personne présente sur le t-shirt. Mais le pompon, la crème de la crème, c'est probablement le fait qu'il donne un morceau de Schaeffer, un tueur en série très connu, pour chaque précommande de son livre. On sent le sens des affaires là, la véritable stratégie marketing. Cette histoire nous fait rappeler le scandale de Paul Harrison en Grande-Bretagne, qui aurait eu plus ou moins le même parcours et qui se serait fait prendre le jour où il aurait menti sur un serial killer britannique. Oh merde! Oh c'est con ça! Comme notre bourgoin, Harrison mentait sur ses rencontres outre-Atlantique. Mais en mentant sur Peter Sitcliffe, un compatriote, on a pu rapidement demander à la personne concernée si c'était vrai. Ce à quoi il a répondu avec un mot doux. Si même les tueurs en série sont plus intègres maintenant, quand les grands médias qui ont interviewé Bourgoin ont été confrontés à sa mythomanie, à son inconsistance, ils ont fait mine de rien. Assumer reviendrait à ne pas avoir fait le travail de vérification. Et que Stéphane est mitonné ou pas, c'est pas vraiment leur problème. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est qu'un gars expert et criminologue vienne raconter ses histoires morbides à la télévision. Idem pour son éditeur, Ring, maison d'édition de grands intellectuels de renom. Idem pour la Fnac, qui vend ses billets pour ses conférences à 30 €. Est-ce qu'il y a vraiment mort d'homme? Non. Bon, le fait qu'il ait conseillé la gendarmerie française, c'est un peu plus chaud. Par contre, on peut remettre en question encore une fois l'intégralité du système médiatique. Si un homme comme ça peut être réinvité sur les plateaux TV, qu'en est-il des experts en économie, ou en politique qu'on appelle? Je pense que Stéphane Bourgoin est juste un symptôme de notre société, où le spectacle et le voyeurisme priment sur la vérité. J'ai résolu la plus célèbre affaire américaine, Cold Case. Ma théorie a été validée par 3 des principaux profilers du FBI. Ah oui. Il a fait savoir qu'il voulait que je sois son dernier interlocuteur sur cette terre. Quand l'affaire commença à être révélée au grand jour, Stéphane Bourgoin fit supprimer les vidéos de la chaîne de Quatrième Œil. Par la suite, il a créé un groupe privé sur Facebook, sur lequel il continue à se mettre en valeur en postant des histoires pour ses fans, ainsi que des photos de peluches qui prennent du plaisir. Il se vante sans doute aussi d'avoir joué aux côtés de légendes comme Platini, alors qu'il n'avait soufflé que sa 10e bougie.